Si vous nous rejoignez, nous entrons dans la seconde partie de l'Africa Newsroom, partie uniquement dédiée à un reportage inédit réalisé par nos correspondants sur le continent africain. Kenyé Fodouop est notre invité, il est professeur des universités. Nadia Lamarkbi et Jemal Taleb, nos éditorialistes, sont toujours sur ce plateau. Voici le dossier du jour. Alors que les compagnies européennes et celles du Golfe se disputent le marché africain, les transporteurs locaux s'affirment de plus en plus sur le continent malgré des barrières qu'ils doivent franchir. Beaucoup ont pour exemple et pour modèle la Royal Air Maroc, le premier transporteur aérien en Afrique et son succès. Reportage d'Ella Jundiaï, notre correspondant au Sénégal. Le ciel africain a bien changé depuis quelques décennies. Il connaît actuellement une croissance de 5% par an avec une forte concurrence entre les compagnies de transport aérien. On note en outre l'apparition des compagnies low cost et des groupes de transport aérien issus du Moyen-Orient avec un seul et même objectif, conquérir le marché aérien du continent. L'Afrique n'est pas une terre vierge en matière d'aviation. La rareté des liens terrestres et l'importance des distances à couvrir a encouragé dès l'entre-deux-guerres la création de compagnies africaines. Egypt Air a été fondée en mai 1932, South African Airways en 1934, Ethiopian Airlines en 1945, Air Algérie en 1947 et Royal Air Maroc en 1957. Royal Air Maroc est d'ailleurs une des compagnies africaines compte sur ses atouts pour développer davantage la connexion entre les pays africains en 2014. L'année 2014 spécialement, mais il faut dire aussi que nous sommes acteurs principaux de l'Afrique depuis 1957, où nous avons commencé à opérer la ligne Casablanca-Dakar. Donc cette route-là a été l'une des premières internationales à avoir été desservie par la Royal Air Maroc. Ça fait donc 57 ans que le continent africain, que l'Afrique, fait l'histoire de la Royal Air Maroc et non l'inverse. Donc en 2014, nous allons lancer la 30e destination africaine, qui est N'Djamena. Donc il faut rappeler qu'en 2007, il y avait à peine 14 destinations africaines qui étaient opérées par la Royal Air Maroc. Et cette année, donc, nous allons lancer la 30e destination. Rapprocher le Maroc avec tout le continent est la particularité de la compagnie Royal Air Maroc. Et pour ce faire, il est nécessaire d'adopter certaines stratégies. Nous avons adopté cette stratégie qui est en convergence avec la politique de rayonnement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est de rapprocher le Maroc avec tout le continent africain. Donc nous avons cette mission qui est bien au-delà de toute considération économique et commerciale. C'est de rapprocher les peuples, rapprocher les cultures, rapprocher les gens qui font aujourd'hui le présent de l'Afrique, mais qui sont en train de bâtir son avenir. Donc nous misons sur l'Afrique comme on mise sur nous, comme, pas point de départ, mais comme socle, comme lien d'unisson entre ces pays frères. D'autres compagnies africaines comme Gambia Bird ont les mêmes objectifs, rapprocher les pays africains. Gambia Bird est une entreprise autonome allemande avec une base gambienne. Son agrément de vol date de juin 2012. La flotte se compose de 3 gros appareils, dont 2 Airbus. Elle couvre Freetown, Dakar et Monrovia, sans oublier Londres et Barcelone en long courrier. Il y a bien sûr une période où les activités baissent, ce qui nous fait revenir à 2 avions pour couvrir tous les secteurs. Mais la demande est là, naturellement. La jeune compagnie aérienne gambienne affiche des ambitions. Si Gambia Bird envisage l'expansion de sa zone de couverture et la diversification de ses destinations, c'est bien parce que le potentiel de l'aviation n'est nulle part plus important qu'en Afrique. Il y a un potentiel énorme sur le marché des transports aériens, en particulier dans l'espace ouest africain. Mais je dirais également que tout le continent africain est en plein boom économique. Les voyants sont au vert pour l'essor du secteur aérien africain, soutenu par une situation politique de plus en plus stable dans un nombre grandissant de pays africains. Les économies sont en effet en plein essor, avec une croissance moyenne autour de 5%. Une croissance économique qui a permis une augmentation du pouvoir d'achat et ainsi a favorisé l'émergence d'une classe moyenne
intéressés par les voyages en avion. S'il est vrai que les possibilités de développement sont immenses, les obstacles à franchir ne sont pas moindres. Le niveau de sécurité, l'état des infrastructures, le niveau élevé des coûts opérationnels et la tendance au protectionnisme des États. Le travail des compagnies aériennes n'est pas évident. Bien sûr, nous avons besoin de l'aide de l'État. Cette aide est nécessaire. Je comprends parfaitement que les États essaient de protéger leur marché intérieur, mais ceci ne doit pas empêcher l'ouverture aux compagnies étrangères. Un autre levier du développement du transport aérien, c'est les prestations et les services accordés aux passagers. Les professionnels du secteur ont fait du credo « le client est roi » une devise et rivalisent d'innovation pour la satisfaction du client. L'AOC, l'association regroupant les chefs d'escale, en est la parfaite illustration. Notre mission consiste à nous occuper des passagers dès qu'ils arrivent à l'aéroport jusqu'au moment de l'embarquement. Bien entendu, il fait partie aussi de nos responsabilités de coordonner l'activité, assister les équipages, charger, superviser le chargement et le déchargement des aéronefs, faire en sorte que le catering, c'est-à-dire la nourriture qui est servie à bord des avions, soit également disponible. Et puis vraiment veiller à ce que les règles de la compagnie soient respectées. Le potentiel est gigantesque. Le continent abrite 1 milliard d'individus, mais seulement 3% du transport aérien. Encourager les transports inter-États et favoriser la mise en place de politiques communes, autant de défis que souhaitent relever les sociétés de transports aériens. Faire en sorte que vraiment qu'il y ait une connexion, parce que la difficulté aujourd'hui pour se rendre à Bangui ou bien pour se rendre à certaines capitales africaines, on est obligé de monter jusqu'en Europe pour descendre, ce qui pose problème. Je pense que l'Afrique, les gens, les compagnies, les capitales africaines doivent être mieux desservis que ce qui se passe en ce moment. L'objectif à long terme des gouvernements africains est l'instauration d'un ciel unique. Mais poursuivre cet objectif suppose que les autorités aéronautiques du continent s'attellent à l'amélioration des infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne. Le ciel africain est en plein renouveau. Le continent connaîtra une croissance économique de 5,3%. Celle du trafic atteindra cette année 7,5% avec une hausse des capacités de 6,7% selon l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Alors Gemal, on va commencer par la RAM et son succès, son évolution, on l'a vu dans le reportage. Qu'est-ce que vous en dites? Comment décryptez-vous cette stratégie qui s'est avérée, il me semble, payante? Oui, elle est payante. La première explication, elle est dans le fait du positionnement agréable de la ville de Casablanca. C'est un axe très confortable pour desservir toute la région plus bas. La deuxième chose, incontestablement, c'est dans le dynamisme et la politique volontariste, offensive, faite par la Royal Air Maroc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis la troisième chose, c'est que le terrain lui a été complètement abandonné. Air Afrique est fini, elle n'est pas sur le même créneau qu'Air France. Quand même, tout de même. Pas tout à fait. Les liaisons entre la France pas tout à fait. La France, elle a vocation à capter tous les passagers des charters. Difficilement la clientèle traditionnelle d'Air France. Elle doit en grignoter un peu, mais pas de façon considérable. Grignoter un peu beaucoup même, parce que les prix de compagnies telles qu'Air France sont prohibitifs. Non, mais prohibitifs, mais adressés à une classe donnée. Et cette classe donnée-là ne va pas sur la RAM, pas beaucoup. D'après ce que j'ai vu. Deuxièmement, quand vous faites la business de la RAM, elle n'est pas comparable du tout. Ça n'a rien à voir. Et donc, ce n'est pas du tout ni le même public, ni les mêmes gens qui fréquentent les mêmes compagnies, de ce point de vue-là. Et donc, la chose supplémentaire, quatrième ou cinquième, je ne sais plus, c'est qu'il y a un désert.
Et donc le continent africain, aujourd'hui, en tout cas l'Afrique subsaharienne, n'est pas capable d'avoir une compagnie régionale. On parlait avant-hier ici sur ce même plateau de la volonté de créer quelques compagnies. Pour le moment, on est encore au stade de la volonté, même si c'est assez dépassé pour 3 pays, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit beaucoup plus. Et donc l'idée, c'est de créer une vraie compagnie régionale, parce que la RAM, toute la volonté qu'elle peut avoir, elle reste la compagnie d'un pays pas très riche, elle reste dans une difficulté qu'elle n'est pas capable d'affronter, et quoi qu'il en soit, elle reste la compagnie d'un pays, et pas de plusieurs pays. Donc elle n'est pas capable de faire des autres connexions sans des autorisations par ailleurs. À chaque fois qu'elle va desservir un pays, elle est obligée de demander une autorisation, qu'elle n'a pas toujours, parce que les pays aussi protègent et leur espace, et leur compagnie, et leur possibilité donc de créer eux-mêmes leur propre compagnie. Et donc cette difficulté-là, la RAM continue encore de l'avoir. Cela dit, je pense que dans les prochaines années, le ciel évoluera parce que la classe moyenne africaine se développe, parce que la nécessité de déplacement est une réalité, et parce qu'encore une fois, alors en France, on a la guerre entre la SNCF et l'avion. Mais cette guerre-là, elle est largement gagnée par la SNCF désormais, parce que quand vous faites Paris-Lyon, vous le faites dans des conditions beaucoup plus rapides, beaucoup plus optimales. Les connexions entre Africaines connaissent une situation différente. Le rail n'est pas développé. Les routes ne sont pas tellement développées, les autoroutes n'en parlons même pas, et donc l'avion reste le moyen de transport important. Et donc je pense qu'il y a là un gisement assez important à explorer dans les prochaines années. Il faut le faire. La difficulté, j'en aurais fini. Gardez-en un peu pour la suite. On va prendre l'analyse, on va connaître aussi l'analyse de Nadia concernant le même sujet, cette compagnie. Gemma est revenue sur certaines limites, certains avantages, et vous alors? Mais en fait, la RAM n'a pas toujours été cette compagnie qu'on connaît aujourd'hui, très offensive, avec des desserves sur tout le continent. Il a fallu à un moment faire une sorte d'audit général. Ils se sont posés, parce que jusqu'à 2005-2007, ce n'était vraiment pas une compagnie qui pesait autant. Puis ils se sont rendus compte que cette stratégie de refermer sur soi, de monopole sur le Maroc par exemple, ou d'autres, et je suis désolée de revenir encore sur cette notion-là, n'était pas payante. À partir du moment où ils ont accepté des accords, et où ils sont rentrés dans les alliances internationales, on a vu se développer de plus en plus les desserves sur le continent, et même à l'intérieur du continent, même extra-continental. Donc il y a une réflexion aussi que la RAM a eue, que beaucoup d'autres compagnies n'ont pas, c'est-à-dire à un moment se poser la question de est-ce que oui, on reste un joyau national, mais on est très limité en termes de développement, ou alors on accepte des alliances et la possibilité que beaucoup aussi de compagnies n'ont pas parce que tout simplement elles n'ont pas le même âge, aussi l'expérience. La RAM a pris des années avant d'y parvenir. Oui, mais beaucoup de compagnies nationales sont nées en même temps que la RAM, mais sont mortes depuis. Oui, beaucoup de compagnies nationales, à un moment, elle a fait justement cette mutation en termes structurels qui a coûté, parce qu'ils ont dû à un moment, ils avaient pensé à faire un low cost qui n'a pas marché. Ils ont dû abandonner leur low cost qu'ils avaient lancé, je crois, en 2007 ou 2008. Abandonner parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était pas un marché porteur pour eux, et plutôt laisser les low cost à d'autres compagnies et eux se concentrer sur les grandes lignes. Il y a une stratégie à réfléchir. On ne peut pas, et je suis désolée aussi de me répéter, mais on ne peut pas réfléchir aujourd'hui l'aérien comme on le faisait dans les années 60. Aujourd'hui, on est sur une floraison de compagnies, sur des ciels qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus ouverts. On ne peut pas décider de refermer le sien. C'est complètement illogique, et même pour sa propre population, c'est une perte dans le sens où on va être obligé d'imposer des prix qui seront trop importants pour la population locale. Kenny Fodouap, alors, le modèle de la RAM, est-ce qu'on doit l'appliquer ailleurs? Est-ce qu'il vous semble judicieux? Oui, la RAM est, de mon point de vue, un modèle que un certain nombre de pays africains, tout au moins au sud du Sahara, qui souhaitent se doter d'une flotte aérienne devraient suivre. Et comme on l'a dit, le succès de la RAM tient d'abord à son expérience, parce qu'elle remonte à 1957, et aussi au génie que ses dirigeants ont eu à un certain moment
d'orienter un certain nombre de vols en direction de l'Afrique subsaharienne qui n'a pas de véritable compagnie aérienne digne de ce nom. Et je saisirai l'occasion pour dire qu'il est quand même temps que les dirigeants africains, des pays africains, taisent leur égoïsme, parce que cela fait quand même longtemps. Hein, l'idée, la nécessité de doter les sous-régions africaines, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, d'une compagnie, si vous voulez, régionale. C'était même d'ailleurs imposé aux autorités coloniales avant que celles-ci n'abandonnent l'Afrique. Et depuis, il y a eu un certain nombre de débats autour de la création. Vous pensez que c'est de l'égoïsme réellement de la part des États? Oui, qui ne veulent vraiment pas se débarrasser, si vous voulez, se départir de leur, si vous voulez, égoïsme national. Parce que si on prend l'exemple de l'RCMAC, hein, dont on sait qu'en 2001, les chefs d'État se sont réunis à Yaoundé et ont pris la décision de créer finalement cette société. Il y a eu des rencontres entre des techniciens de ces pays, des rencontres entre ministres des Transports, mais vous voyez, il y a eu des discussions pour savoir quelle allait être la plaque tournante, voyez, de ce réseau de vol régional, Brazzaville ou Douala. Donc il y a eu des discussions comme ça, et jusqu'à maintenant, les dirigeants de ces pays n'ont pas pu accorder leur violon pour pouvoir mettre en place cette société aérienne sous-régionale. Mais quel serait l'avantage pour ces pays de s'unir pour créer une compagnie régionale, d'après vous? Parce que vous nous dites en parallèle qu'effectivement, chaque pays veut promouvoir sa compagnie nationale. À partir du moment où, si on prend la sous-région Afrique centrale, l'état des voies de communication terrestres, routières, ferroviaires est défectueux. D'ailleurs, il n'y a pas de réseau ferré inter-État. Bon, on peut parler de réseau routier inter-État, mais celui-ci est en très mauvais état. Hein, dans une région qui couvre à peu près 4 millions de kilomètres carrés et qui abrite à peu près 40 millions de personnes, une compagnie aérienne, voyez, permettrait aux hommes d'affaires, aux commerçants de ces pays et même aux touristes ou aux investisseurs étrangers venus découvrir les richesses de cette sous-région, voyez, de se déplacer facilement. Mais pour y arriver, il faut vaincre un certain nombre de difficultés, bien sûr. D'abord, faire en sorte que les pays puissent taire leur égoïsme, faire en sorte que l'obtention de visa soit quelque chose de facile. Vous voyez, ça fait longtemps que l'on parle, par exemple, du passeport CMARC. Mais ce passeport dont on parle depuis une dizaine d'années n'est pas encore effectif. Parce que certains pays sont réticents, effectivement. Certains pays sont réticents, et bien qu'on parle, si vous voulez, de l'intégration sous-régionale, voyez, ça reste au stade des discours. Mais il y a aussi des notions. Hein. Introduire, par exemple, la biométrie. Encore faudrait-il que ça soit déjà le cas dans chaque pays pour pouvoir recueillir les informations, etc. Bon, les autorités ont certains arguments hein, pour expliquer la lenteur du processus. Mais à l'ère de la révolution informatique, vous voyez, cela peut bien se faire. En matière, par exemple, de réservation de vol, on peut, à partir d'ici, faire une réservation sur Hong Kong, sur Honolulu, et il me semble bien que cette technique de mise en place de la biométrie n'est pas quelque chose de très difficile. Quitte à faire aussi, pourquoi pas, appel à la coopération internationale, parce que si on ne peut pas le faire localement, vous savez, on parle toujours de plus en plus d'indépendance. Je ne crois pas à une indépendance totale. Hein. Donc, il y a cette interrelation entre les pays et l'on peut finalement, si on n'a pas sur place le savoir-faire nécessaire, faire appel et surtout dans ce domaine-là à la coopération internationale. D'ailleurs, on pourrait même parler d'une biométrie mondiale parce que un voyageur qui est fiché quelque part dans un aéroport à Douala ou à Johannesburg, on peut à partir par exemple d'un aéroport parisien ou encore d'un aéroport londonien repérer finalement et identifier ce passager.
Gemal, alors, selon vous, effectivement, ce sont les États qui freinent un peu ce qui pourrait être profitable aux passagers? C'est avant tout non, je ne le crois pas. Si la biométrie pouvait tout expliquer, le passeport unique pouvait tout expliquer, le succès de la RAM n'aurait aucun sens parce qu'il n'y a pas de biométrie et ça marche. C'est-à-dire que l'explication n'est pas seulement là, elle est aussi ailleurs. Deuxièmement, il y a la RAM, il y a d'autres compagnies africaines qui marchent très bien. La Kenyane, on a tort de l'oublier. La première compagnie africaine, c'est la compagnie éthiopienne, il ne faut jamais l'oublier. Ethiopian Airlines, voilà. Et donc, c'est des compagnies, c'est de beaux bijoux et de beaux succès. Vous ne faites pas une compagnie aérienne parce que vous avez besoin d'avoir des États. L'emblème des États, c'est une compagnie. Ça n'est pas possible. Vous faites une compagnie aérienne pour gagner de l'argent. Vous faites une compagnie aérienne pour qu'elle marche, pour qu'elle soit rentable. Souvenez-vous des compagnies en France qui ont complètement disparu. Air Libre, Air Inter, UTA, tout ça est avalé par Air France. C'est-à-dire que l'avenir appartient aux grands ensembles. Et donc, si, de mon point de vue, il vaut mieux que ce soit des hommes d'affaires et pas du tout des États. Si des hommes d'affaires africains comprennent que la disparition d'Air Afrique, dont il faut absolument s'inspirer de l'échec, c'est important, la disparition d'Air Afrique a laissé un vide, dont la RAM, on l'a dit, en a profité, mais d'autres aussi, mais elle crée, il y a là un besoin réel pour que les États africains, pour que ces pays-là, qui ont une vraie clientèle pour les avions, qui ont un vrai besoin de développement de l'aéronautique, quand ils comprendront qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a de l'argent à gagner et qu'il y a une nécessité de créer une vraie connexion intra-africaine, avec ou pas d'ailleurs passeport unique, si vous l'avez c'est encore mieux, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez gagner de l'argent et faire de la compagnie aérienne uniquement comme ça. Et donc quand on l'aura compris, je crois qu'on aura sans doute avancé pour la création des vraies compagnies. Cela dit, Marie-Angèle, j'aurais juste fini assez rapidement, la multiplication des petites compagnies est un frein considérable à ce projet-là. Elles ne sont pas rentables et elles sont dangereuses. Merci à vous. C'est la fin de ce débat. Nous allons rappeler les principales informations dont nous avons débattu en première partie d'émission. Il était prévu qu'au Mali se déroulent dans quelques semaines des élections communales et municipales. Elles n'auront pas lieu avant le mois d'octobre. Ce report, selon les autorités, a pour objectif de permettre le retour d'un grand nombre de réfugiés. En Égypte, la candidature du maréchal al-Sisi se confirme de jour en jour. Il annonce qu'il ne peut tourner le dos au moment où la majorité réclame sa candidature à l'élection présidentielle. Le premier sujet dont nous débattrons juste après cette courte pause, la modernisation de l'agriculture à Madagascar. A tout de suite.